Je suis avec Jean-Marc Torolion, président de la FNAIM. Bonsoir, bonjour même Jean-Marc, merci d'être avec nous. On est ravis, plus que contents de vous accueillir sur ce plateau d'Expression. Alors, le congrès touche bientôt à sa fin. Quel bilan pour cette édition, ce cru 2022 ? Alors c'est toujours un bilan à chaud bien sûr, mais il y a des choses que l'on peut constater rapidement. D'abord, je pense que la fréquentation a été très bonne. Je sais déjà qu'on avait un nombre d'inscrits payants supérieur à celui de 2019, qui avait été notre très meilleur congrès. Très content aussi de réinvestir totalement le Carrousel du Louvre dans toute sa dimension, avec cette formidable salle en proscénium pour nos plénières, et d'avoir accueilli plus de 130 exposants, ce qui reste quand même une performance. Le bilan politique, à mon avis, est très bon, avec la venue de la ministre Borne, ministre de l'Égalité, de la venue d'Olivier Klein, notre ministre du Logement, et je pense d'une très belle séquence de plus de 2 heures, en fait, de ces deux ministres qui ont même déambulé dans nos stands, ce qui témoigne d'abord d'une maturité politique de la FNAIM, de la reconnaissance par les pouvoirs publics de ce qu'elle est, et puis des enjeux futurs. On a eu également de très belles plénières, me semble-t-il. Fabien Galtier, bien sûr, le général Desportes, une séquence sur le développement durable, une séquence que nous avons eue avec M. Bloch là, sur les nouveaux consommateurs. Tout ça a participé de la thématique générale qui était l'engagement. Ne l'oublions pas. Voilà, j'ai aussi beaucoup de plaisir naturellement à exposer mon bilan. J'allais y venir évidemment. Voilà. On imagine de l'émotion peut-être de oui, votre c'est part, sûr, beaucoup d'émotion. Oui. Vous allez quitter vos fonctions en janvier. Voilà, de l'émotion et peut-être quelques mots justement sur ce bilan. On commence par les succès. Il y en a eu plein. Oui, des succès, il y en a eu plein. Il y a eu naturellement la protection de nos dénominations d'agents immobiliers, administrateurs de biens et syndics, l'insigne Vesta avec toutes les vicissitudes que nous avons connues, mais avec finalement l'accord que nous avons trouvé. Et je pense que la présidente du Conseil supérieur du notariat qui était là témoigne de l'excellence des relations que nous avons su renouer avec le notariat, auquel David Ambrosiano a beaucoup participé. Nous avons également, en termes de bilan, négocié une loi sur la copropriété qui, sur bien des points, nous a donné satisfaction et d'ailleurs a permis du coup de traverser la crise de la Covid. La Covid reste un moment fort parce que je n'ai pas signé à l'origine pour être président d'une fédération qui devait annoncer la fermeture de tous ses adhérents, de toutes nos entreprises. Donc, mais c'est un moment aussi où finalement la fédération a construit son image d'être aux côtés de nos entreprises. Et incontestablement, elle est sortie aux yeux de l'ensemble de nos adhérents très renforcée de cette période-là parce qu'on a joué notre rôle en termes d'information, d'accompagnement et même d'ailleurs de négociation. La loi climat et résilience qui a été un moment particulier et puis l'engagement que j'ai pris, que nous avons pris auprès des SOS Racisme de positionner cette fédération et l'ensemble de ses adhérents comme étant un filtre républicain et faire en sorte que finalement on joue pleinement notre rôle dans la régulation globale de ce marché. Alors il y a eu, j'imagine, aussi des moments peut-être plus difficiles. Quels sont-ils ? Les moments difficiles, eh bien, ça a été quand on a perdu notre procès pour Vesta. Parce que du coup, tout ce que nous avions mis en place s'arrêtait, il a fallu reconstruire. Les moments difficiles, c'est le Covid. Quand j'ai dû annoncer à mes entreprises de fermer, on ne savait pas où on allait, où j'ai bataillé pour qu'on puisse signer les actes de nouveau pour faire rentrer de la trésorerie. Les moments difficiles, c'est aussi parfois l'échec sur certains dossiers comme la Chambre des agents commerciaux. Je pense que la fédération doit se repositionner rapidement sur les nouvelles façons de travailler au sein de nos entreprises. Et puis je n'ai pas réussi sur climat et résilience encore à obtenir cette détente du calendrier qui pourtant est indispensable. Je note quand même que même si le ministre Klein semblait très fermé sur ce sujet, il a mis en place un groupe de travail au 1er janvier pour éventuellement trouver des solutions pragmatiques et je pense que c'est un bon signal. Justement, c'était évidemment ma prochaine question, c'est l'un des grands défis, une des principales difficultés, un calendrier, on le sait, intenable. Aujourd'hui, quelles sont les pistes qui vous semblent les plus pertinentes, les plus réalistes ?
Vous savez, quand on est face à ce genre de situation, il faut comprendre quel est l'enjeu de l'interlocuteur pour essayer de composer. Votre interlocuteur, et Olivier Klein l'a clairement dit, a un problème politique. Ce gouvernement ne peut pas facialement renoncer au premier obstacle de la rénovation, qui est l'interdiction de louer, qui a été prononcée par la représentation nationale à l'issue de la Convention citoyenne. Oui, mais il prend le risque énorme de mettre 500 ou 600 000 locataires à la porte dans 5 ans, minimum. Et donc nous disons, ne renonçons pas à l'objectif, constatons ensemble que les logements concernés sont essentiellement en copropriété, soyons cohérents avec ce que la représentation nationale a aussi voté, les plans pluriannuels de travaux, favorisons l'élaboration de ces plans pluriannuels de travaux et leur adoption, en suspendant l'interdiction de louer dans les copropriétés à l'adoption de ces plans et à leur réalisation. Je crois que c'est pragmatique, politiquement acceptable et surtout, j'allais dire, tellement opérationnel. On parle toujours du calendrier intenable, mais est-ce pas tout simplement l'objectif qui est quasi intenable en France? On le sait, le principal problème c'est la construction. Or, il n'y a pas beaucoup de construction, il y a déjà un parc établi. Comment on peut contourner ce problème aujourd'hui? Alors il y a deux choses. De toute façon, je pense que fondamentalement, ce quinquennat sera le quinquennat du logement existant. Mais oui. La neuf va être très important, mais le neuf doit conjuguer aussi le zéro artificialisation nette et la fin du Pinel. Et en même temps, on a un enjeu de production de logement social qui ne doit pas être financé par le secteur privé. Et donc, nous souhaitons l'adoption du statut du bailleur privé. C'est la neutralité fiscale entre l'investissement dans l'ancien et l'investissement dans le neuf. Et nous prenons, au travers de ce statut, des curseurs qui sont adaptables en fonction de chaque situation territoriale. Le statut du bailleur privé, c'est quoi? C'est de permettre l'amortissement du bien que l'on achète dans le neuf ou dans l'ancien parce qu'on le met en location. Cet amortissement, et donc le taux d'amortissement, peut être parfaitement proportionnel à chaque situation. Zone tendue, zone détendue, qualité du logement, le loyer de sortie aussi, qui peut être finalement modéré et induire un amortissement supplémentaire. Olivier Klein en a parlé. La Fédération des promoteurs immobiliers est d'accord. La Fédération française du bâtiment le soutient. La FNAIM, Pluriance, l'UNIS, les grands syndicats, nous le portons depuis 12 ans. Allons-y. Dernière question. Qu'est-ce que vous souhaitez à votre successeur? Je lui souhaite le meilleur. Je lui souhaite d'abord... Et le conseil peut-être que vous pourriez lui donner? Je lui souhaite d'abord d'avoir une équipe soudée, loyale autour de lui. Je lui souhaite également d'avoir, j'allais dire, la chance que moi j'ai eue finalement, c'est d'avoir aussi des adhérents qui étaient en phase avec mon action politique. Je lui souhaite d'avoir la capacité à promouvoir nos idées et d'avoir la capacité à trouver les solutions pour atteindre nos objectifs. Je lui souhaite une fédération de 12 000 adhérents au terme des 5 années, réussissant la fusion avec l'UNIS, confortant bien ici, avec une AMEPI puissante. Je lui souhaite aussi beaucoup d'énergie. Il en faut. Et la santé. Et vous, quels sont, peut-être d'un point de vue plus personnel, quels sont vos projets? Alors, vous allez vous reposer peut-être? Oui, mais écoutez, mes projets, c'est le retour à la famille. Parce que j'ai manqué à mon époux, j'ai manqué à mes parents, j'ai manqué à mes enfants, à mes petits-enfants. Donc ça, c'est l'acte 1. Voilà. Très bien. L'acte 2, vous verrez bien. Très bien, merci beaucoup Jean-Marc. En tout cas, merci pour votre soutien et votre fidélité aussi. Et votre présence à notre congrès. Merci.